Année 1946. Après 3 ans de captivité, je suis rentré. Mon village était intact. Greta m'attendait. Mais l'homme qu'elle attendait était mort, à Stalingrad. « 15 mars 1946. 3 ans après Stalingrad, je suis toujours prisonnier. Mais les rapatriements entamés à l'automne 1945 continuent. Les malades, les officiers, les spécialistes partent par petits groupes. Weiss est monté dans un convoi en novembre. Nous autres, jeunes et valides, restons pour la mine. J'ai 28 ans, bientôt 29. J'attends encore, mais cette fois l'espoir est tangible. Chaque semaine, le portail s'ouvre vraiment. 20 avril 1946. Les listes se succèdent. 5e, 6e, 7e. Chaque fois, je cherche mon nom avec un mélange d'espoir et de terreur. Espoir, parce que je veux rentrer. Terreur, parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Est-ce que Greta sera là ? Est-ce que mes parents sont toujours vivants ? Est-ce que le village existe encore ? Un homme dans le baraquement, Gustave, a reçu une lettre de la Croix-Rouge. Sa maison a été détruite dans un bombardement. Sa femme et ses 2 filles sont mortes. Il part quand même la semaine prochaine. Pourquoi faire ? Lui demande quelqu'un. Pour enterrer leurs cendres proprement, répond-il simplement. Pour leur dire au revoir. Nous restons silencieux. Que dire face à une telle tragédie ? Le soir, beaucoup prient. Même ceux qui n'ont jamais prié. Peut-être qu'il y a une justice quelque part. Peut-être que Dieu n'a pas complètement oublié ceux qui sont restés captifs quand la guerre s'est terminée. 1er juin 1946. J'ai donné des cours de menuiserie à ceux qui partent. Ils auront besoin de savoir réparer, reconstruire. Mes mains se rappellent. C'est comme un morceau de moi qui revient de loin. Weiss me manque, mais je sais qu'il retrouvera sa famille avant moi. Le jeune Johann a sculpté un cheval miniature pour son fils qu'il n'a jamais vu. Il le garde précieusement dans sa poche. Nous ne savons pas s'il pourra lui offrir un jour, mais il refuse de laisser ce symbole de côté. 10 juillet 1946. La nouvelle liste est tombée. Mon nom y figure. On m'a demandé de préparer mes affaires dans 2 semaines. Le cœur me bat comme un tambour. Je n'ose y croire. Weiss avait raison. Cette porte s'ouvre réellement. 25 juillet 1946. Le jour du départ. On nous rassemble, on nous compte, on vérifie nos papiers. Puis on monte dans des wagons de marchandises. Pas confortable, mais on s'en fiche. On va vers l'ouest, vers chez nous. Le voyage dure des jours. On traverse des paysages dévastés, villes bombardées, villages brûlés. La guerre a laissé des cicatrices partout. 5 août 1946. Train en Allemagne. Les destructions sont pires que je ne pensais. Berlin n'est que ruine. Cologne, Hambourg, des squelettes de villes. Mais certaines campagnes sont intactes. Des champs cultivés, des villages debout. La vie continue. À chaque arrêt, des gens viennent voir. Des femmes cherchent leur mari, leur fils. Des enfants demandent si on a vu leur papa. 10 août 1946. Je descends du train dans une petite gare à 50 km de chez moi. Il n'y a plus de transport direct. Les lignes sont détruites ou réquisitionnées. Je marche. Mon sac, presque vide, sur le dos. Mes vêtements, ceux qui nous ont donnés avant le départ, pendent sur mon corps amaigri. Les routes sont familières. Chaque colline, chaque virage réveille des souvenirs. Ici, on venait pique-niquer avec Greta. Là, on jouait enfant avec Hans. La nuit tombe. Je dors dans une grange, avec la permission du fermier. Il me donne du pain et du lait. « Vous revenez de loin ?» demande-t-il. « De très loin, dis-je. » 12 août 1946. Mon village. Je le vois au loin, dans la vallée. Le clocher de l'église, les maisons, intactes, épargnées par les bombardements. Mes jambes tremblent, mon cœur bat la chamade. 7 ans. 7 années depuis que je suis parti.
J'entre dans le village. Des gens me regardent passer. Ils ne me reconnaissent pas tout de suite, je suis si changé. Puis une vieille femme s'écrie « Karl ? Karl Brenner ?» La nouvelle se répand. Les gens sortent. Des exclamations, des larmes, des étreintes. Puis je la vois. Greta. Elle court vers moi. Elle n'a pas changé. Ou peut-être que si, mais dans mes yeux, elle est toujours la jeune fille dont je suis tombé amoureux. Elle se jette dans mes bras. On pleure tous les deux. On ne dit rien. Que dire ? 7 ans résumés dans ma étreinte. Tu es revenu, murmure-t-elle finalement. Tu es revenu. Je te l'avais promis, dis-je. Mensonge. Je n'avais rien promis. J'avais juste espéré. Mais je suis là. Contre toute attente, je suis rentré. 13 août 1946. Premier réveil à la maison. J'ouvre les yeux et pendant un instant, je ne sais pas où je suis. Je cherche le plafond bas du baraquement, le bruit des autres prisonniers. Puis je vois ma chambre d'enfance, les murs familiers, la fenêtre qui donne sur le jardin. Je suis à la maison. Je descends. Mère prépare le petit déjeuner. Du vrai café, du pain frais, du beurre. Des choses que je n'ai pas vues depuis des années. L'odeur me donne envie de pleurer. Mon père est assis à table, fumant sa pipe. Il lève les yeux vers moi, nos regards se croisent. Il comprend. Il est passé par là il y a 28 ans, en revenant de sa propre guerre. Ça prendra du temps, dit-il simplement. Ce sont les premiers mots qu'il me dit depuis mon retour. Il a raison, je le sais déjà. Ça prendra du temps. 15 août 1946. 3 jours à la maison. Mère n'arrête pas de pleurer et de me toucher, comme de s'assurer que je suis réel. Père me serre la main longuement, les larmes aux yeux. Il ne dit presque rien, il n'a jamais été bavard, mais je vois dans son regard qu'il comprend. On me pose des questions. Je réponds vaguement. C'était dur, j'ai eu de la chance. Je ne peux pas leur dire la vérité, pas encore. Peut-être jamais. Greta reste près de moi constamment. Elle tient ma main. La nuit, je me réveille en sursaut et elle est là, me calmant. Tu es en sécurité, dit-elle. Tu es à la maison. Mais dans mes rêves, je suis toujours à Stalingrad. Les ruines, le froid, les morts. 25 août 1946. 2 semaines à la maison. Je commence à comprendre l'étendue des changements. Le village a perdu 18 hommes. Sur une population de 400 âmes, 18 ne sont pas revenus. Chaque famille connaît quelqu'un. Chaque rue a ses fantômes. Hermüller a perdu ses 2 fils. L'atelier est fermé depuis 1 an. Il n'avait plus le cœur à travailler. Quand il me voit, il pleure en me serrant dans ses bras. « Au moins toi tu es revenu, dit-il. Au moins un de mes apprentis. » Il me demande si je veux reprendre le travail. Je ne sais pas. Mes mains tremblent encore. Les cauchemars me laissent épuisé. Mais peut-être que le travail m'aiderait. Laisse-moi un peu de temps, je lui réponds. Je viendrai. Bientôt. 1er septembre 1946. 1 mois à la maison. Je commence à réapprendre à vivre. C'est plus difficile que je ne pensais. Les bruits forts me font sursauter. Je ne supporte pas d'être enfermé. La nuit est difficile. Greta est patiente. Elle attend. Elle sait que l'homme qui est revenu n'est pas celui qui est parti. Je retourne à l'atelier de Hermüller. Il a vieilli. 2 de ses fils ne sont pas revenus. Mais il m'accueille. « On a du travail, » dit-il simplement. Je reprends les outils. Le toucher du bois. L'odeur de la sueur. Les gestes familiers. Ça m'apaise. C'est une forme de thérapie. 20 septembre 1946. 1 mois de travail à l'atelier. Mes mains se réhabituent lentement. Au début, tout était difficile. Le rabot glissait mal, la scie déviait. Mes doigts raides ne retrouvaient pas leur agilité d'avant. J'ai cassé 3 outils par maladresse. Hermüller ne dit rien. Il me montre à nouveau les gestes,
avec patience. Ça reviendra, répète-t-il. Et petit à petit, ça revient. Le toucher, la précision, la satisfaction de voir une pièce de bois prendre forme. Un jour, un client commande une armoire, une belle pièce en chêne, avec des sculptures sur les portes. Je me souviens de la dernière armoire que j'ai faite, en 1939, pour les Hoffmann, du bois de cerisier. Pour un mariage qui a peut-être eu lieu, peut-être pas. Je commence à travailler sur celle-ci. Chaque coup de rabot efface un peu de Stalingrad. Chaque sculpture apaise un peu les cauchemars. 10 octobre 1946. Greta et moi marchons au bord de la rivière. Notre endroit, sous le vieux saule où nos initiales sont encore gravées dans l'écorce, à peine visibles maintenant, recouvertes par la croissance de l'arbre. K plus G 1938. 8 ans déjà. Une éternité. Elle me parle de ce qu'elle a vécu pendant la guerre. Le travail à l'usine, les bombardements sur les villes voisines, la peur constante, l'attente interminable. Je regardais cette route tous les jours, dit-elle en pointant vers le chemin qui entre dans le village, me demandant si tu allais apparaître. Chaque fois qu'un soldat arrivait, mon cœur s'arrêtait. Puis ce n'était jamais toi. Jusqu'au 12 août, je murmure. Jusqu'au 12 août, confirme-t-elle avec un sourire. Nous restons silencieux un moment. Puis elle me demande doucement. Tu veux en parler ? De là-bas ? Je secoue la tête. Un jour peut-être, pas maintenant. Elle accepte. Elle ne pousse pas. C'est ce que j'aime chez elle. Elle comprend le silence. « 15 novembre 1946. Greta et moi fixons la date. Nous nous marierons au printemps. Dans l'église du village, celle où j'ai été baptisé, celle où mes parents se sont mariés. Elle mérite mieux que moi. Elle mérite quelqu'un d'entier, pas cet homme brisé que je suis devenu. Mais elle dit qu'elle m'aime, que c'est moi qu'elle a attendu, pas une version idéalisée, moi. Je ne comprends pas comment elle peut m'aimer après ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait. Mais je m'accroche à son amour comme à une bouée de sauvetage. 10 décembre 1946. Premier hiver depuis mon retour. Le froid me ramène immédiatement en Russie. Chaque flocon de neige est un souvenir. Chaque coup de vent glacé me fait frissonner. Pas de froid mais de mémoire. Je vois le visage de Paul gelé dans son sommeil. J'entends les gémissements des blessés dans la cave à Stalingrad. Greta me trouve tremblant dans la grange, incapable de bouger. Elle m'enveloppe dans une couverture, me ramène à la maison, allume le poêle jusqu'à ce qu'il fasse presque trop chaud. « Tu es en sécurité, répète-t-elle. L'hiver ne peut plus te faire de mal, mais elle se trompe. L'hiver me fera toujours mal. Chaque hiver pour le reste de ma vie ramènera Stalingrad. 24 décembre 1946. Veille de Noël. 7e Noël de guerre. Le premier à la maison depuis 1938. Nous sommes réunis. Mère, père, Greta et moi. Un repas simple mais fait avec amour. Une bougie sur la table, un petit sapin décoré. On chante Stille Nacht. Ma voix se brise mais je continue. Je pense à tous les Noëls de la guerre. Le camp d'entraînement, la frontière française, le premier hiver russe, Stalingrad, le camp de prisonniers. Je pense à Otto, à Werner, à tous ceux qui ne reverront jamais leur famille. « À quoi tu penses ?» demande Greta doucement. « Aux absents, dis-je. » Elle serre ma main. Elle comprend. 15 mars 1947. Les préparatifs du mariage avancent. Greta est radieuse. Moi, je suis nerveux. Pas à cause du mariage, je veux l'épouser plus que tout. Mais à cause de tout ce que ça représente. Un nouveau départ. Une nouvelle vie. Laisser la guerre derrière moi. Est-ce possible ? Peut-on vraiment laisser derrière soi des années de violence et de mort ? Ou est-ce qu'elles nous suivent toujours, comme une ombre ? Père me parle un soir, rare moment d'intimité entre nous. Tu te demandes si tu peux être un bon mari, dit-il. Ce n'est pas une question. Je hoche la tête. Moi aussi je me le demandais en 1918, continue-t-il. J'avais peur que Verdun m'ait trop changé, que je ne pourrais pas aimer, pas construire une famille.
Et j'ai essayé, chaque jour. Certains jours étaient difficiles. Certains jours, j'étais de retour dans les tranchées dans ma tête. Mais j'ai continué à essayer. Et petit à petit, ça a marché. Il pose sa main sur mon épaule. Tu peux le faire, Karl. Tu as survécu à l'enfer. Tu peux survivre à la paix aussi. 1er mai 1947. Greta et moi nous sommes mariés aujourd'hui. Une petite cérémonie. Le village entier est là, ceux qui restent. Tant de chaises vides pour ceux qui ne sont pas revenus. Le curé nous marie dans l'église réparée. Greta est belle, dans sa robe simple. Moi dans un costume trop grand. J'ai encore du mal à reprendre du poids. Les vœux. Pour le meilleur et pour le pire. Nous avons déjà connu le pire. Maintenant construisons le meilleur. Le soir on danse dans la salle communale. De la musique, des rires, de la joie prudente, la vie qui recommence. Je danse avec Greta. Je la regarde. Elle sourit. Et pour la première fois depuis 8 ans, je me sens peut-être pas heureux, mais en paix. 15 juin 1947. 2 mois de mariage. Nous habitons une petite maison à la sortie du village, l'ancienne maison du forgeron qui est mort à Koursk. Greta arrange la maison avec soin. Chaque objet placé vend amour. Chaque pièce devient un foyer. Elle me demande de faire des meubles, une table, des chaises, une bibliothèque. Je travaille le soir après l'atelier. Créer notre nid, notre vie. C'est thérapeutique. Chaque meuble que je fabrique pour notre maison est une victoire sur la guerre. Mais les cauchemars continuent. 2-3 fois par semaine, je me réveille en criant. Greta me tient, me berce, attend que je me calme. Raconte-moi, dit-elle parfois. Je ne peux pas. Les mots n'existent pas pour décrire ce que j'ai vu. Ou s'ils existent, je ne veux pas les prononcer devant elle. 15 août 1947. 1 an depuis mon retour. Greta est enceinte. Un enfant à naître dans ce monde blessé. Elle rayonne. Moi, j'ai peur. Peur de ne pas être un bon père. Peur que ce monde ne soit pas sûr pour un enfant. Mais elle me rassure. Nous construirons un monde meilleur pour lui, dit-elle. C'est pour ça que tu es revenu, pour ça que tu as survécu. A-t-elle raison ? Y a-t-il une raison à ma survie quand tant d'autres sont morts ? Je ne sais pas. Mais je vais essayer. Pour elle, pour cet enfant à venir, pour tous ceux qui n'ont pas eu cette chance. « 20 mars 1948. Notre fils est né, Werner, comme mon ami à Stalingrad. Je tenais à rendre hommage à celui qui m'a aidé à tenir. Greta a bien supporté l'accouchement. Je ne me souviens pas avoir jamais été aussi heureux et terrifié à la fois. Werner pousse ses premiers cris. Mon cœur se serre. Je pense à l'autre Werner, à Otto, à Paul, à Heinrich. Ils ne seront jamais pères. Je tiendrai cette promesse pour eux. Élever mon fils dans un monde où il n'aura jamais à connaître l'horreur que nous avons vécue. 15 août 1948. Le village se reconstruit lentement. Le forgeron a rouvert, les toits sont réparés, les champs sont à nouveau cultivés. On parle encore de la guerre, mais d'une voix plus basse, comme si on n'osait pas réveiller les fantômes. Parfois les cauchemars reviennent. Greta me réveille doucement. Elle parle d'autre chose, des récoltes, de Werner qui apprend à marcher, de notre avenir. 20 mars 1950. Werner a 4 ans maintenant. C'est son premier vrai Noël dont il se souviendra. Ses yeux s'illuminent devant le sapin, les cadeaux, la magie de la fête. J'ai sculpté pour lui un train en bois, locomotive et 3 wagons. Il les pousse sur le plancher en faisant tchou-tchou, riant aux éclats. 15 août 1955. 16 ans depuis ma mobilisation. Werner a 7 ans maintenant. Une petite sœur est née, Anna, pour la fiancée de ce jeune Peter, mort à 18 ans. Le monde a continué, l'Allemagne se reconstruit, des villes neuves sortent des ruines, une nouvelle guerre menace, ils l'appellent guerre froide. Est et ouest séparés par un rideau de fer. Je suis un homme d'âge moyen maintenant, 38 ans, les cheveux grisonnants,
une vie paisible de menuisier dans un village allemand. Parfois les enfants me demandent des histoires de la guerre. Je leur parle de camaraderie, de courage. Je ne parle jamais de la mort, de la faim, du froid, de la peur. Ils ne doivent pas savoir. Ils ne peuvent pas comprendre. Et j'espère qu'ils n'auront jamais à comprendre. 1er septembre 1960. 21 ans depuis le début. Werner a 12 ans. Il veut être architecte, construire des choses belles. Pas détruire, construire. Je suis fier de lui. Aujourd'hui, on a reçu la visite d'un homme, Otto Schneider, mon Otto, de Hambourg. Il a survécu. Évacué de Russie fin 1941, il a passé le reste de la guerre dans un hôpital, puis dans l'arrière. Il m'a cherché pendant des années. Il pensait que j'étais mort à Stalingrad. On s'est étreints comme des frères. On a ri. On a pleuré. On a parlé toute la nuit de choses qu'on ne peut dire à personne d'autre. On a survécu, Karl, a-t-il dit, contre toute attente. On a survécu. Oui, nous avons survécu. Et maintenant nous devons vivre. Vraiment vivre. Pour nous. Pour ceux qui ne sont pas revenus. 22 juin 1971. 30 ans jour pour jour depuis Barbarossa. Werner est architecte maintenant. Marié. Un enfant en route. Anna étudie la médecine. Greta vieillit avec grâce. Moi aussi, je suppose. J'ai retrouvé quelques vétérans au fil des ans. On se réunit parfois, pas souvent. On ne parle presque pas de la guerre. Juste d'être là, ensemble, suffit. Père est mort il y a 5 ans. Jusqu'au bout, il n'a jamais parlé de sa guerre. Je comprends maintenant pourquoi. Mère va bien. Elle est grand-mère. Ça la rend heureuse. Le village a changé. Des maisons neuves, de nouvelles têtes. Mais l'église est toujours là. L'atelier aussi. Herr Müller est parti, je le dirige maintenant avec un apprenti. La vie continue. Toujours. 15 août 1985. Je suis un vieil homme maintenant. 68 ans. Greta à mes côtés, toujours. 50 ans ensemble cette année. Werner a 3 enfants. Anna 2. 5 petits-enfants qui courent dans ma maison. Qui ne connaîtront jamais la guerre, j'espère. J'espère tellement. Je relis ce vieux carnet parfois. L'écriture a pâli. Les pages jaunissent. Mais les mots restent. Je l'ai écrit pour ne pas oublier. Pour témoigner. Pour que quelqu'un sache. Otto est mort l'année dernière. Werner, mon Werner des tranchées, je ne l'ai jamais retrouvé. Friedrich, je ne sais pas. Tant de visages perdus dans la brume du temps. Mais je me souviens. Chaque nom gravé dans ce carnet. Chaque visage dans ma mémoire. Je ne sais pas si j'ai bien fait de survivre. Pourquoi moi et pas eux? Cette question me hantera jusqu'à ma mort. Mais j'ai vécu, j'ai aimé, j'ai construit. J'ai créé de la vie dans un monde qui célébrait la mort. Si c'est ma réponse à la guerre, vivre pleinement, aimer profondément, créer de la beauté, alors peut-être ma survie a-t-elle un sens. À tous ceux qui ne sont pas revenus, à tous ceux dont les noms ne sont écrits nulle part, à tous les Otto, Werner, Ernst, Klaus, Paul, Friedrich, Heinrich. Vous n'êtes pas oubliés. Quelqu'un se souvient. Je me souviens.